J'avais envie de commencer. Je me suis pas donné beaucoup de mal parce que j'ai pas préparé de PowerPoint pour ce soir, mais je me suis servi d'un PowerPoint dont je me suis servi, je sais plus où, je sais plus quand et je ne sais pas comment. Mais j'aimerais commencer par quelques images pour. Il y a, à mon sens, pas grand monde dans l'Assemblée qui est intéressé par la façon de travailler des gens, mais où j'avais envie de dire deux choses. C'est que je ne travaille pas selon des principes élaborés et théorisants, et qu'il y a quand même une chose auquel je fais attention, c'est au fait qu'il ait fait très chaud cet été et que ça fait des années que j'y pense, et je vais vous en montrer des exemples, y compris pour les Tuileries. Dans la partie concours, on avait décidé avec Pascal qu'on ferait que la cour du Carrousel ne soit pas arrosée du tout. Donc avec des plantes qui supportent le chaud, le sec. C'est l'endroit qui est dans le jardin est le plus sec dans l'ensemble du jardin de la parcelle, tout simplement parce que les bâtiments du Louvre, la galerie du bord de l'eau est un frein à l'hygrométrie qui se dégage de la Seine, qui passe par-dessus la terrasse, mais qui ne passe pas dans la cour du Carrousel. Et donc, avec des études, on avait fait faire des études très précises au moment du concours, apparemment assez idiotes, mais qui étaient des mesures hygrométriques au travers du jardin et de la parcelle sur laquelle on avait travaillé, et des mesures phoniques aussi. Et c'était très intéressant de se rendre compte que là où il y avait le plus de bruit était au pied de la terrasse du bord de l'eau, par écho depuis la rue de Rivoli, mais la terrasse du bord de l'eau, d'un autre côté, faisait qu'il n'y avait aucune transparence de bruit provenant du quai et de la circulation du quai. Et l'autre chose qui était amusante, c'était de voir que l'endroit où il n'y avait pas de bruit dans le jardin, qui est un jardin extrêmement bruyant malgré tout, c'était dans les creux, et des creux, il y en avait dans le jardin, puisqu'il y avait les deux boulingrins qui sont devenus des bassins, mais qui étaient en contrebas du jardin, où alors là, l'absence phonique, enfin de réverbération sonore, n'existait pas. On a supprimé ces creux puisqu'on a fait des bassins, mais que dans le concours qu'on avait rendu, on avait décaissé tous les bosquets pour avoir des bosquets plus protégés du bruit, ce qui était atterrant, aberrant et idiot. Mais ce qui a fait très peur au moment du concours, c'est effectivement notre projet pour la cour du Carrousel, où on avait une allée plantée de choses qui devaient sécher, qui étaient inspirées par la ruine romaine au pied de l'Arc de Triomphe, pour que personne ne passe sous l'Arc de Triomphe d'abord, en se disant que c'était moins belliqueux de passer à côté que de passer dessous. Et donc de faire une friche de ruines allant de l'Arc de Triomphe à ce qui est l'avenue du Général-Lemonnier, et en faisant que toute cette esplanade reste une cour minérale avec des décaissés forts qui, je vais vous montrer des maquettes. Voilà, on va avancer. Alors ça, c'est un endroit où je suis en train de travailler en ce moment, et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de plan, mais on nettoie, on taille, et on se fait des sentiers, et c'est pour être un endroit avec des œuvres, mais qu'il n'y a surtout pas de plan. Donc en matière de travail, voilà où est-ce que j'en suis avec mon cher grand âge, et donc pas beaucoup de théorie, mais de l'avancée à l'impression, au sentiment, et avec l'intention de ne pas replanter. Il n'y a pas d'eau, j'ai pas l'intention de planter quoi que ce soit, mais de dégager pour que d'autres choses repoussent, de tailler si on peut, en sachant que ce ne sera pas éternel, mais simplement par du nettoyage. Voilà. Ça, c'est une façon de travailler qui n'est pas qu'en plan. Ça, c'est un exemple de chose qui est mi-figue, mi-raisin, mais qui est un travail très récent
que je suis en train de... Enfin, qui est terminé depuis quelques mois à Maison Lafitte, qui est un chef-d'œuvre d'endroit où un château 17e, d'à mon sens, immense valeur, est entouré par la banlieue. Et là, c'est tout simplement pour dire que j'ai des plantes dans des caisses qu'on arrose, mais qui sont des arbousiers, et que j'ai des plantes en pleine terre qui jouent à des caisses, et qui sont les blocs de d'if, mais qui sont enracinés dans du vrai sol, avec un arbre dans du vrai sol, et que là aussi, on peut compter sur le bon Dieu, même s'il ne donne pas d'eau, mais sur le fait qu'il y ait un sol, des éléments de capacité de rétention d'eau et de vie sans qu'elle ne soit artificialisée à l'extrême. Toujours dans le même endroit, j'ai supprimé le gravier. On va voir ce que ça donne. J'ai supprimé le gravier dans les axes principaux. Il y en a un petit peu au-dessus des marges de l'image de gauche, mais c'est une bande ténue. C'est très simple. Il y a 2 fois plus d'herbe que ce qu'il y en avait dans ce jardin-là, sans avoir changé le jardin. J'ai supprimé les buis, non pas à cause de la pyrale et des traitements qui s'en suivent, mais parce que je trouve que les broderies, c'est très joli dans certains endroits, mais que là aussi, mettre des gens à 4 pattes, tant que M. Dyson n'a pas inventé un truc qui ne fera jamais, parce qu'il n'y a pas de marché suffisamment important, pour éviter aux gens d'avoir le dos cassé, c'est plus notre époque. Et les espaces qui étaient en pelouse sont devenus en prairie. Alors ça ressemble encore à rien, mais ça va se faire avec le temps. Et le dernier point où j'ai pris un risque sans nom, mais c'est que pour le moment encore la plupart des tondeuses sont thermiques, mais que là j'ai installé des tondeuses robots électriques. D'abord, ça veut dire que les paires de bras et l'intelligence humaine est plutôt déléguée à des choses plus intelligentes que tondre, et que la machine peut très bien le faire seule. Ça, c'est pour des attentions très contemporaines, dont se vantent absolument tous les gens qui font mon métier. Mais pour vous dire que ça, c'est des exemples, là aussi, dans les mots d'ordre écologique contemporain, c'est servez-vous de plantes natives. Il y a des endroits où j'ai pas besoin de mots d'ordre, mais où je ne me sers que de ce que la terre produit là. Ça, c'est un jardin en Grèce où il y avait des champs de blé, qu'il a fallu un peu occuper, mais j'ai repris des Hyparrhenia hirta qu'on a d'abord arraché le long de la route qui mène à ce terrain, entre asphalte et bord de route, parce que ça se trouve pas dans le commerce, évidemment. Les graminées locales, en règle générale, les producteurs en font pas. Et puis des lentisques. Et tout ça, il n'y a pas d'eau. Il y a une autre chose qu'on voit pas sur cette photo, c'est qu'à l'automne, j'ai remis plein de bulbes, d'un bulbe parfaitement local, qui sont des Urgénéa maritima, et qui font des grands cierges blancs qui émergent de ces champs, qui sont fauchés une fois par an, mais qui pourraient ne pas l'être d'ailleurs. Ça, c'est un autre détail pour rappeler que le jardin est un artifice, et où ça, c'est une maison en Nouvelle-Zélande, où je me suis servi énormément de plantes néo-zélandaises. À droite, au pied de la maison, il y a un Pseudophalax ferox. Les lignes sont à 90% des graminées locales. Il y a des Carex commence, des Carex testacea. Ce qui est plus orange sont des Libertia, qui sont une plante aussi parfaitement locale et native, mais dans lequel, et à gauche, dans le pourpre, c'est des Lophomyrtis qui sont dans la nature de cette couleur-là. Ce n'est pas une sélection humaine. Mais j'ai rajouté des Ophiopogons qui, eux, sont japonais et noirs. Et je ne m'empêcherai pas, et jamais, de mettre des choses exotiques par rapport à l'endroit dans lequel je travaille, pour simplement me faire plaisir et faire de ce qui me semble être intelligent dans le lieu. Ça, c'est toujours une photo de la même maison, où au premier plan, la masse très marron sont une graminée qu'ils appellent oi oi. En maori, la plupart des noms sont doublés.
Le patelin dans le fond de la photo, le plus proche s'appelle Kerry. Et, mais le tout est bordé et a été par des romarins de chez nous. On le voit mal sur cette photo, il y a une plage très grise entre deux zones de ces très jolies graminées qui s'appellent des piméléas, qui ne sont pas introduites non plus en France, mais qui sont des plantes couvre-sol très grises et très jolies. Et puis, la forme apparemment travaillée de tout ce qui est l'appui de terre d'un grand mur aveugle de la maison qui était le fond du garage et une salle de cinéma en rez-de-chaussée m'a permis de faire une terrasse au niveau de la chambre du maître de maison. Donc, de plein pied, il a une terrasse duquel il peut descendre par, non pas un escalier, mais une pente qui est tondue, qu'on ne voit pas sur cette photo. Et le travail de taille un peu ennuyeux et un peu décoratif est tout simplement lié au fait que cette façade regarde l'océan Pacifique, qu'il y a des vents extrêmement forts et que j'ai commencé à planter et que rien ne poussait parce que tout était tellement battu par le vent à la plantation que rien ne s'enracinait et que toute la végétation de l'endroit est vraiment une plantule qui s'est ressemée toute seule dans de l'herbe et qui arrive à s'enraciner. Mais quand on plante quelque chose qui vient de chez un pépiniériste, c'est déjà trop grand, pratiquement. Et donc, on a fait des espèces de broches, d'épingles à cheveux recouvertes de toile de jute pour que ça ne blesse pas le petit tronc. Et on a tout taillé au début et on a continué à tailler jusqu'à ce que les plantes se rassinent convenablement. Et puis la taille qui a duré au moins 2 ans, 3 ans de suite pour que ça s'implante est devenue une habitude. Et donc les 2 zones qui encadrent une pelouse là qui est très tendue devant des chambres en rez-de-chaussée sont restées taillées. Mais aujourd'hui, on pourrait laisser la végétation repartir libre. Voilà. Ça, c'était pour parler des plantes. Et puis, et après ça, je vais me taire, ou à peu près. Et vous allez m'interrompre si vous en avez envie. Mais je vais vous montrer des photos de jardins où il y a un mélange, et depuis longtemps, et plus récent, de tailles différentes. Et voilà. Alors ça, c'est en Provence. C'est un jardin fort bel, où ça se voit probablement pas sur la photo, mais où j'ai remis un petit bout de reflet de ciel entre la maison, qui est une maison de dentiste sans beaucoup d'intérêt, et le clocher de Saint-Tropez. Et que la parcelle a pris cette forme-là, parce qu'il y avait des restants sur la droite éboulés, et que sur la gauche, j'avais des voitures, et qui sont aujourd'hui derrière des haies. Et enfin, les voitures ont été placées suffisamment intelligentes pour qu'on n'en souffre pas depuis la maison, qui se développe avec une grande terrasse au nord, sur ce joli village. Ça, c'est toujours le même jardin en hiver. Ça, c'est un peu plus loin, mais la photo précédente de cette espèce de grecque de Myrcine africana, qui est une plante qui est un succès d'année du buis, mais qui a le défaut de drageonner un peu, mais indépendamment de ça, qui peut se tenir comme du buis. C'est taillé plus haut que généralement des broderies, mais j'ai des plantes entre qui donnent ça en été. Donc le bleu, il y a un mélange de 3 plantes à floraison bleue qui succèdent. Et tout ça, c'est ce même jardin. Enfin voilà, ça c'est des espèces de saturation dans un quartier qui est plutôt blanc, avec pas de fleurs blanches, mais avec des feuillages très blancs. Il y a une allée sur des restants qui est plutôt jaune. Et là aussi, un mélange de choses archi-ordinaires comme plantes, qui sont des lauriers roses à floraison jaune, mais des plantes plus africaines qui n'ont pas besoin d'eau, qui sont des Parkinsonia, qui est le truc en fleurs jaunes dans le fond. Ça, c'est des vieilles photos. Et ça, c'est la photo d'introduction, qui est la dernière terrasse,
qui est un endroit où le bassin est un bassin qui est alimenté par de l'eau de ruissellement. Il y a un puits au-dessus. On voit le puits là sur cette photo. Et en fait, l'eau tombe dans ce bassin. Et puis c'est court puisque c'est gravitaire. Et du coup, la dernière des terrasses est très humide. Ça, c'est un micro-jardin en Bretagne dont on parlait à Dinard. Et c'est en face de... Je suis gâteux, j'ai un trou. La tour Solidor, elle est à... Non. Saint-Servant. Voilà, c'était Saint-Servant que je cherchais. Donc c'est une maison qui est une maison ancienne de Dinard. Quand je dis ancienne, qui est pas 19e et qui est antérieure, où il y a 2 micro-terrasses. Là, le premier plan, c'est le toit du garage qui est sur la rue. Il y a un petit jardin à sa gauche et c'est une maison de vacances. Et donc le principe, ça a été de faire un jardin qui soit gai, mais qui n'ait pas de boulot. Alors ça, c'est un peu plus sophistiqué, c'est la partie basse, toute basse du jardin devant la maison, où il y a un mélange de plantes de bord de mer comme les astélias à la feuille grise, qui là aussi c'est néo-zélandais, et puis de merdouille dans le genre des goras, mais des roses, des hortensias, et autres cochonneries. Mais c'est sympathique, et ça demande un peu de travail. Et puis le jardin en haut, il y a 3 plantes, ou même 2, je dirais, qui sont des hortensias et des hébés. Je ne sais pas si les noms jardiniers, enfin quels sont les noms jardiniers de l'Assemblée, mais les hébés, ça s'appelle des véroniques arbustives en français. Et c'est des petites plantes persistantes, là aussi plutôt néo-zélandaises, et qui fleurissent tout l'été. Donc ça donne ça. Mais il y a vraiment 2 plantes. Il y a une acanthe qui a dû se ressemer toute seule et 3 cocosmias qui étaient plus ou moins en place. C'est organisé comme un verger. Enfin, c'est organisé avec des micros-allées d'entretien et puis des arbres fruitiers. Donc il y a des arbres fruitiers, des hébés et des hortensias. Et ça marche l'été. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces photos? Je ne sais pas. Oui, c'est là. Ça, c'est un projet marocain. J'ai appelé ma conférence en disant qu'il fallait simplement regarder. J'essaie de regarder, de faire des choses qui vont avec l'endroit. L'aile du fond, c'est le salon de cet endroit. Et j'ai fait une piscine où il y a une longueur pour les gens qui ont envie de nager, et puis un bassin carré qui est avec des gardes et des escaliers qui se font face pour maman et les enfants. Et que ça puisse papoter avec un côté à l'ombre, un côté au soleil, ce qui ne se voit pas sur la photo, puisque la photo a été faite en fin de journée. Mais sans ça, le côté solaire et le côté gauche, et le côté plutôt plus à l'ombre derrière les palmiers, et le côté droit. Et c'est un endroit où je me suis beaucoup amusé en refaisant des circuits d'eau de Séguia, qui étaient dans Creuset-l'Inter, initialement, qu'on a décidé d'une façon très artificielle de faire fonctionner, y compris à des périodes où il n'y a pas d'eau. Ces séguias ne fonctionnent que à la fonte des neiges, que c'est de l'eau qui est publique et qui va donc de parcelle en parcelle et chez les voisins. Donc on laisse l'eau du ciel passer, et puis quand il n'y a plus d'eau qui passe, on ferme et on réinjecte de l'eau. Et du coup, comme ces chenaux étaient en terre, bah, ça transporte de la terre. Donc, dès qu'on a une pompe, ça complique le tout. Donc, en fait, on a tout cimenté. J'ai fait en partie à 4 pattes. Francis disait que je plantais, c'est vrai, mais j'ai même joué au maçon parfois pour que ça ait l'air d'être à peu près comme c'était. Je pense que ça marche assez bien. Derrière, il y a une plante que j'ai subie parce que je ne trouvais pas de graminées locales dans ce jardin qui est au nord de Ouarzazate, qui sont des pénicétums, c'est japonais, donc, et ça me permet d'avoir des tambours avec des zones qui sont cultivées en blé, mais comme c'est un hôtel, les gens n'aiment pas beaucoup voir de la terre labourée sous leurs yeux, mais donc ils ont un premier écran de graminées. Les champs de blé, les micro-parcelles de blé sont à droite toutes. C'est un jardin où j'ai la chance quand même d'avoir de l'eau qui vient de forage. Ça, c'est une circulation pour les
les gens qui viennent vous apporter un plateau de cornes de gazelle et autres thés. Ça, c'est une allée bleue. Ça, c'est des pénicétums de différentes tailles, mais derrière le deuxième plan, il y a des champs de blé. Mais je vais arrêter de parler parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est dans le même quartier que la photo d'introduction, avec des goras, qui est une mauvaise herbe, entre guillemets, horticole, qui est pratiquée sur tous les ronds-points aujourd'hui, mais qui a le mérite d'être arizonienne, de supporter, de ne pas être arrosée. Et c'est dans des près la Doryzopsis, qui est aussi une graminée en fait américaine initialement, mais qui a envahi tout le monde méditerranéen, qui commence à être multipliée par des horticulteurs, mais qui est fantastique si on veut pas d'eau. Ça, c'était de la stipa texane avant un champ de lavande, donc qui demandait du boulot, toujours dans le même jardin. Ça a été changé par la propriétaire, parce qu'elle n'aimait pas ça du tout. Et puis ça, c'est aussi un jardin taillé pour cacher un chemin qui va à la piscine, sur la partie droite. Et donc, j'ai une partie qui est un peu plus sophistiquée, qui est à base de ça se voit pas sur cette photo, mais où j'ai beaucoup de plombago et de cochonneries qui fleurissent bleues en été. En milieu méditerranéen, la période de dormance, c'est l'été. Et donc, les floraisons sont abondantes au printemps, à l'automne. Mais au moment où les gens pratiquent leur maison, c'est un peu vide. Et j'en ai pas de photos, mais je me sers beaucoup de plantes américaines, de désert, dans des circonstances de genre, toujours pas d'eau. Et je me sers d'une plante qui devrait être beaucoup plus couramment utilisée. On ne peut pas la remonter encore suffisamment parce que ça n'aime pas le froid, mais qui s'appellent des leucophyllums et qui sont en fleurs tout l'été, sans qu'on ait rien à y faire, et surtout pas mettre d'eau. Ça fleurit beaucoup mieux sans eau. Ça, je ne sais pas pourquoi il y a cette photo. Ça, c'est les quelques jardins irrigués autour de cette maison. C'est un jardin que j'ai appelé frais, sous des Mélia azedara, qui sont des plantes d'Asie mineure et qui sont des arbres feuillus qui poussent vite et bien. C'est toujours ce même jardin frais, sous ces mélias. Ça passe dans un vieux jardin en Normandie, où ça, c'est le résultat relativement récent de ce qui était un jardin d'herbes scotché à la cuisine. Enfin, voilà. Ça, c'est toujours dans le jardin où j'ai fait des haltes qui touchent pas justement aux liants, herbages, pommiers et vaches, mais qui sont des micro-jardins dans des endroits où je pouvais. Ça, c'est probablement sur les fondations d'un corps de... Enfin, c'est une parcelle en longueur rehaussée qui a été remblayée. Et il y avait des noisetiers autour et des érables champêtres. J'ai gardé quelques érables champêtres au milieu. Et j'ai fait un passage où on va à un talus et puis on redescend vers ça, par un escalier que j'ai dû doubler. Oui, l'escalier, oui, voilà. C'est-à-dire qu'on redescend, on traverse l'eau et on tombe dans l'escalier qui est en face et qui monte très raide jusqu'à ce bassin, qui est en perspective très accélérée quand on y arrive, et qui a l'air donc d'être beaucoup plus long que prévu, mais qui d'en haut a une forme beaucoup plus régulière et plus trapue, qui est amusante à cause des peupliers qui étaient là et du reflet des peupliers. Ça a poussé un peu, sur différentes périodes. Le propriétaire voulait un jardin japonais. Je suis incapable de faire des jardins japonais, mais voilà. Il y a une folie pourpre, avec des feuillages pourpres. Ça, c'est un autre endroit, toujours pour vous dire à quel point je me donne pas de mal. Mais c'était une maison où j'ai changé d'abord les circulations, et ça a encore changé par rapport à ce plan-là, mais où il y avait un grand verger de pommiers à cidre, et où j'ai refait des vergers. Voilà le verger de pommiers à cidre. J'ai refait des vergers de magnolia, et j'ai pas de photos, mais de
cerisier du Japon pour arriver par un parcours qui est allongé par rapport au plan. En Suisse, c'est à la fois très sophistiqué et posé sur des prés. La photo n'est pas très jolie du pré, mais ça peut être bien. Ça, c'est le jardin qui est devant la piscine. S'il y a des miscanthus, c'est pas par amour des miscanthus, mais c'est parce que sans avoir à tailler, ça me planque tous les toits des chalets qui sont en contrebas. C'est évidemment dans ces villages de montagne où il y a une surpopulation et que le but de l'opération, c'était de faire croire qu'on soit seul au monde. Pour gagner de la place, on avait fait des murs extrêmement pentus, armés, d'une technique qui est très pratiquée en Suisse et peu en France, qu'ils appellent des terres à murs, qui sont des gabions, mais qui, au lieu d'être remplis de cailloux, sont remplis de terre. Et ça me permet d'avoir un jeu de pente extrêmement raide, et on les sème. Mais là, plutôt que les semer, je les ai plantés. Et comme c'est très raide, c'est impossible de planter pratiquement. Et la plupart des choses sont des vivaces et des bouts de bois que j'ai plantés, qui sont des boutures, comme il y a des saules là, devant vous. Je ne sais pas si vous voyez, les feuilles très jaunes au pied de l'if d'Irlande. Alors l'if, il est planté sur un plat qui doit faire, qui n'est pas grand-chose. Mais voilà, c'est toujours ce jardin où il y a un faux potager, un vrai potager, qui est ça, sur le toit de la piscine, qui, elle, redonne sur le jardin où il y a les miscanthus. Ça, c'est l'angle de la maison, c'est sophistiqué. Les propriétaires m'ont planté la sauce de pleureur juste dans l'axe, qui est une photo où j'avais tout enlevé, parce qu'on voit en été une cascade, au fond. On voit la cascade là encore comme ça. Et puis des endroits où on fait attention à ce qu'on fait. Là, je n'ai pas fait grand-chose, sauf que j'ai rempli la grande parcelle sur laquelle il y a la grosse étoile en méduse, qui est due à un dessin de l'arrière-grand ou du grand-père de l'actuel propriétaire, où il avait 3 étoiles. On n'en a gardé qu'une. On a fait un jardin avec des agrès pour les enfants en dernière parcelle. Et quand Henri Carvalho m'a demandé de faire ça, j'ai eu affaire à 2 personnes. Il n'y en a pas dans l'Assemblée, mais j'avais droit à un ACMH qui avait fait une très jolie fontaine, inventée de son choix, et qui était très mal placée à mes yeux, au milieu de ce dessin, qui avait été aidé par une autre paysagiste, qui avait refait le dessin, et pas du tout aussi intelligemment que le grand-père l'avait fait. Le grand-père avait fait un axe central, c'est un grand trapèze, et qui était absolument régulièrement réparti dans les moitiés de toute la parcelle, alors que j'ai eu droit à une allée qui est parallèle à une ligne, à la ligne la plus proche de Tilleul, et que du coup, quand on rentre dans le jardin, on avait en fond de tableau un très 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 mauvais balcon, la paire, d'une des maisons du village, et que on aurait fait ce qu'avait fait le grand-père, l'axe aurait été directement dans des arbres, et j'aurais pas eu à me cogner la maison moche du village, le toit joli parce que c'est une maison ancienne, mais les élucubrations architecturales qui avaient été ajoutées à cette maison pour pouvoir avoir le jardin. Et ben voilà. Et sur ça, là, c'est un exercice. Je ne sais pas pour ce que j'ai ces photos, mais de planteur de vivaces. J'ai le jardin du soleil autour de cette immonde méduse, et puis le jardin des nuages qui est le reste, où il y a des allées qui zigzaguent dans des fleurs. Ça, rapidement, c'est un jardin qui existait en partie quand j'ai commencé à y travailler. Ça, c'est un jardin tout neuf dans cette même propriété, qui était la cour de ferme, où j'ai essayé de garder un espace vide central qu'on ne voit pas sur ces photos.
Je faisais des photos dans le jardin. Ça, c'est pour éviter les allées de gravier. Ça marche très bien. Ce que font les Anglais, si c'est sec, c'est sec. Et si c'est brun en été, parce que l'herbe sèche quand il fait chaud, ben c'est pas très grave. Un coup de pluie et c'est vert. Ça, c'est un truc qui est assez vieux aussi, qui est encore un jardin ancien, mais dans lequel j'ai fait des bidouillages grâce à tous les plans que j'ai réussi à retrouver, et j'en ai eu. C'est une maison Louis XVI. Les plans que j'avais étaient tout début 19e. Mais je ne sais pas si vous voyez dans l'espace vide qui est devant la maison, avant la patte d'oie, il y a de l'eau. Il y avait un bassin qui était un peu sans forme, qu'on a remis d'une façon circulaire, alors qu'historiquement parlant, il a été rectangulaire. Mais il n'y avait plus assez d'eau d'abord, parce que toute l'eau de ce plateau, qui est la partie basse et sud de la photo, il y a des champs de maïs aujourd'hui et que tous les agriculteurs ont tellement pompé les nappes phréatiques que cet endroit qui est la cassure sur la vallée de la Seine, la vallée de la Loire, et qui avait plein de résurgences qui alimentaient tous ces endroits en eau, ont vraiment beaucoup baissé. Et il y avait donc ces bassins faits sous Louis XVI. Et puis le grand bassin central que vous ne voyez pas sur la photo n'était plus lié à ce bassin-là, qui est un bassin moyenâgeux, et qui était ce qu'on appelle des rondeaux. Il y en a deux dans la propriété, et on mettait tout le bétail le soir avec un pont qu'on levait, pour éviter que les loups ne dévorent tout ça. Et en fait, ce qu'il y a d'amusant dans cette perspective, c'est qu'il n'y a maintenant que des ronds dans l'axe de la maison, mais que sur les dessins anciens, j'ai trouvé qu'il y avait donc des liaisons avec le deuxième rondeau que vous voyez sur la droite de la photo, mais qui est plus arboré, j'ai laissé les arbres, mais qu'il y avait quelque chose, alors que tout ça, c'était comblé. Et j'ai refait des circulations d'eau avec des micro-barrages, parce qu'il y a des problèmes donc de remplissage d'eau et de niveau d'eau, mais rien, on voit rien. C'est des micro-barrages qui sont fixes, en cortène. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est, je sais pas pourquoi j'ai cette photo, mais c'est simplement parce que il y avait à droite, ça c'est l'hiver, et à gauche de la maison, ce genre de tapis, et on voyait rien parce qu'il y avait des rhododendrons que j'ai enlevés, j'ai mis des taupières pour limiter ce qui est tendu et les sous-bois, et ça c'est le potager de la maison, ça n'a pas d'intérêt. Et puis je vais terminer par des jardins où il faut être un peu plus responsable quand même, enfin, donc qui sont un peu plus chargés d'angoisse, je dirais quand même, parce que c'est du vrai patrimoine, que c'est d'autres pays, et ça veut dire justement les Tuileries dont je parlais tout à l'heure, en disant que j'avais eu la chance d'être la 5e roue du carrosse, parce que Pascal m'y avait entraîné, mais que avec recul, et c'est pas pour minimiser ses mérites, je pense que s'il y a des choses sages, c'est en partie grâce à moi. Et quand je dis des choses sages, c'est qu'on est parti avec plein de projets fous. Là, je vous remonte le plan de Le Nôtre, qui est intéressant avec les bassins que vous connaissez, mais des croix de Saint-André autour des 2 premiers bassins sur la droite, qui sont des agrandissements de bassins préexistants du jardin de Catherine de Médicis. La chose très intéressante dans ce plan, qu'on oublie et qui n'existe plus, c'est l'asymétrie des espaces de sable qui suivent le grand bassin central de l'Axe. Évidemment, la croissance quasi arithmétique des surfaces d'eau depuis le palais, et tout ce jeu sur de Le Nôtre sur les rapprochements visuels et pousser les gens à aller se promener. C'est non, oui, c'est tout près, allez au bout. Alors c'est ce qu'il a fait à Versailles, c'est ce qu'il a surtout fait à Vaux-le-Vicomte, où on a l'impression que le jardin monte gentiment alors qu'il ne fait que descendre pour avoir à le remonter après ça salement.
que les Tuileries, mine de rien, c'est 1 kilomètre de long, pratiquement, entre la maison et ces agrandissements sur la garenne de Monsieur Renard, et que ces détails de ce plan-là nous ont servi, Pascal et moi, à refaire ce dont personne ne s'aperçoit et dont personne ne parle, mais c'est qu'on a vraiment transformé ce plan en liant les 2 axes secondaires de part et d'autre du grand axe au bassin, ce qui n'a jamais été le cas, et ce qui n'était encore pas le cas du temps de Lefeuille et du temps de Napoléon III, et à rééditer auprès des 2 petits bassins des asymétries de quantité de sol pour que de la terrasse, on ait le sentiment que l'eau soit au milieu de son entourage. Voilà comment est-ce qu'on a trouvé le jardin en haut. Ah oui, j'avais demandé à ce qu'on me mette une photo de... Ah, bref. Est-ce que je vous ai parlé du projet des Tuileries avant? Non. Et puis le résultat de ce qu'on a fait. Je n'ai pas besoin de vous faire de commentaires, vous le direz. Enfin, l'avenue du Gérald Lemonnier, le dessin de Lefeuille à gauche dans ce qui était les jardins réservés, reproduit par Édouard Guillaume, architecte en chef, après la disparition du palais, du côté cour du Carrousel, et puis l'état Wirtz et ce qu'on a fait sur la partie Grand Carré, qui là est clairement divisé en 2. Le Grand Carré qui était une unité, puisque c'était l'univers des broderies, le nôtre, avec une partie informelle dans la partie de Lefeuille en matière de plantation, et une partie restée formelle dans ce qu'ils appelaient les carrés de fer, sur les surfaces identiques du plan de le nôtre, mais qu'on a réengraissé partout pour diminuer la quantité de sable. Puis on a replanté le sable, entre guillemets, en mettant des topiaires, et pour diminuer cette quantité astronomique de minéralité du jardin et de blancheur, enfin de lumière ou de boue, suivant la saison. Oui, ça c'était la photo que je voulais qu'on vous montre au début. C'était notre projet concours pour les Tuileries, où on avait été aidé par François Morellet pour essayer de trouver quelque chose de graphique, en lui disant à quel point on avait envie de quelque chose de graphique dans ce qui était la cour du Carrousel, qui devenait l'espace sous des fenêtres, qui n'était pas dans l'axialité du lieu, mais d'une façon latérale, et que les broderies ont été faites pour être vues d'en haut. Enfin, partout, en règle générale. À Vaux-le-Vicomte, les plateformes qui voient les broderies sont plus hautes que celles qui ne voient pas les broderies. Et c'est pas le cas à Versailles, mais ça aurait pu être le cas. Et là aussi, c'est d'une façon latérale, parce que c'est les parterres nord et le parterre sud qui sont en broderie, qu'il ne se passe rien devant le château, puisqu'il y a ce qu'on appelle le parterre d'eau avec juste 2 bassins, et que de la Galerie des Glaces, on ne voit même pas les dessins du niveau du bassin de la Tonne. Et c'est ça le génie de le nôtre, c'est qu'on est dans la Galerie des Glaces, on ne sait pas que la Tonne existe, on traverse cet endroit sec et moche, on tombe sur la fontaine de la Tonne, et quand on est en haut des marches, ce qu'on ne dit jamais, mais qui est une évidence pour moi, c'est que ce qu'on a dans la rétine comme dimension spatiale de l'espace sable-vert de la Tonne est identique à la dimension spatiale de ce qui fait simplement 10 fois plus long du tapis vert, qui lui est en pente, et de ce qui est 100 fois plus long, qui est le Grand Canal. Mais c'est 3 sections équivalentes dans sa propre rétine. Et ce que le nôtre a fait, et aux Tuileries, et à Versailles, c'était d'avoir des éléments de triangulation. Aux Tuileries, il a rajouté son premier bassin circulaire après 2 bassins existants. Et
à Versailles, tout est en trois. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que c'est l'air ésotérique ou pas, mais l'espace est divisé en trois, que là aussi, pour qu'on aille plus loin, on a une première surprise, qui est la tonne. Enfin, on la connaît tous, parce qu'on a la chance d'être français. Mais quelqu'un qui vient à Versailles pour la première fois, c'est pas que c'est là, et se dit, ben, je vais avoir d'autres surprises, alors continuons. Et pourquoi est-ce que je vous ai mis cette image? Je voulais qu'on la mette en introduction. C'est que je vous en ai parlé ici. C'est de dire qu'on avait fait des mesures sur l'hygrométrie et le bruit, et que ça, c'était un jardin qui n'était pas arrosé. Et on faisait qu'il n'y avait pas de lecture dans l'axe, ou très peu de passage dans l'axe en le plantant, pour ne pas avoir ce qui a été le problème, ou pas le problème de M. Paye, mais l'invention de la statue équestre de Louis XIV du Bernin, qui est le fait d'avoir fait une rotule comme un rond-point d'entrée de ville dans cet endroit, qu'on respectait puisque c'était en cours de travaux, avec l'arc, enfin je veux dire, qui est quand même... Et alors qu'on rééquilibrait la cour du Carrousel en faisant deux axes intermédiaires sur les pavillons Molien et Turgot, et qui étaient dans des décaissés pour rattraper le niveau du bâti et de l'aile de la galerie du bord de l'eau et de l'aile Percier-Fontaine et le Fieuel de ce qu'est les musées d'art décoratif aujourd'hui. Et parce que c'est un niveau inférieur au niveau du pied de l'Arc de Triomphe, qui était une donne. Mais par contre, l'axe est horizontal et est devenu horizontal parce qu'il y a la galerie des autobus à double étage qui rentrent dessous. Et la galerie d'accès au parking souterrain, elle est absolument dans l'axe. Donc, ce qui a poussé Wirtz à faire des décaissés des deux côtés, on se demande pourquoi. Parce que ça accuse le fait que le souterrain est un souterrain, mais tout ça pour pouvoir rejoindre les niveaux des bâtiments sur la droite et la gauche. Et nous, on avait fait deux jardins qui étaient clôturables avec les statues de Mayol et avec donc l'aide de François Morellet qui nous avait écrit art dans un sens et son miroir. Ce qui ne se voit pas sur cette image, mais qui se lisait des façades des musées. Et que surtout, ça c'était un endroit qui était sans eau. Les haies étant faites en rhamnus à laternus, qui est une plante méridionale et qui n'a pas besoin de goutte à goutte éternellement. Et puis là aussi, c'est des photos que vous connaissez, où je ne vais pas être disert. Si là, on voit bien la symétrie autour des bassins ronds. Reprise là aussi avec une angulation différente sur le dessin qu'il y avait autour des croix de Saint-André. Ces nouveaux axes où on a là aussi placé la statuaire avec l'aide d'Anne Pinjot, qui a été complètement replacée. Et là, c'est des photos qui vont devenir historiques, puisque le Glédizia qui est sur cette photo est mort, que la photo précédente, un pin noir est mort, et tout simplement parce qu'ils étaient sur des buttes et qu'on les a... parce qu'on a décaissé toute cette zone pour pouvoir avoir un effet de terrasse sur le jardin, mais que les bassins, là, sont plus bas de 70 cm que le niveau auquel on les a trouvés. Mais c'est des interventions que tout le monde oublie, qui n'ont pas du tout choqué les Parisiens parce que leur jardin n'a pas changé, mais qui ont permis d'avoir une lecture différente du jardin. Et de retrouver un espace uniforme comme le nôtre l'avait souhaité, c'est-à-dire que là aussi, on a supprimé toutes les strates arbustives qui faisaient que la lecture du piéton ne se faisait pas sur la surface entière de ce lieu qui a, à mon sens, tous les ingrédients de l'intimité, alors que ça fait 5 hectares. Ce qui n'est pas des choses moindres, mais les colosses et l'échelle des deux pavillons
Flore et Marsan, de la gare d'Orsay au-delà du quai, font que, effectivement, c'est un 5 hectares. On ferme les yeux, on se dit 5 hectares à la campagne, c'est quoi? Ben, en tout cas, en ville, c'est pas grand-chose. Ça, c'était des florissements anciens. Ça, c'est cette allée qui, aujourd'hui, on a oublié, mais bon, c'est une allée qui avait été complètement abattue, qu'on a replantée en érable. D'un point de vue paysage, on n'a à la fois rien inventé, mais on a réussi à changer. Le jardin était à 90% du marronnier, et aujourd'hui, il reste 40% de marronnier et plein d'autres essences, c'est-à-dire qu'on a réintroduit des tilleuls dans l'axe Solferino. Ça sont des érables planes. L'intérieur des salles, il y a de l'érable champêtre, de l'érable de Montpellier. Enfin, on a cherché à ne pas avoir qu'une essence qui, en cas de mineuse, en cas d'attaque, la mineuse n'existait pas, mais on savait ce qui s'était passé sur les ormes. Et donc, il vaut mieux pas avoir qu'une essence dans un jardin aussi important que ça. C'est prendre beaucoup de risques pour l'avenir. Le bosquet du Théâtre d'Eau, ça c'est pour vous le situer, c'est les trucs blancs en haut à gauche. Voilà le bosquet dans son état historique, où on ne peut pas beaucoup compter à part les 3 goulottes, mais là encore c'est 3. Mais où là vous pouvez compter, vous voyez qu'il y a 9 G, et dans le fond de la salle, il y avait 18 G, toujours multiple de 3. Là aussi, il y a 3, dans la fontaine axiale, ça sont des gouaches de Cotel, et qui ont été faites juste après la fabrication des bosquets. Très vite, Louis XIV a fait déplacer la fontaine du fond, dont j'oublie le nom, de l'image de droite, au Grand Trianon. Et donc, il y avait une salle et une scène. Voilà le bosquet tel qu'on l'a trouvé, à gauche, après la tempête de 99. C'était devenu le bosquet du Rond. Parce que Louis XV a très peu pratiqué cet endroit, que comme vous savez, Louis XVI a coupé à blanc le parc de Versailles, a fait intervenir sur un bosquet Hubert Robert, qui a transformé les bains d'Apollon en ce qu'on connaît, avec cette grotte, et une statuaire qui n'a pas arrêté de déplacer dans l'histoire de Versailles. Et puis, une photo à droite de ce que c'était avec quelques arbustes qui traînaient. Après la tempête, où ça avait été complètement dégagé. Parce que ça, c'est vraiment une photo juste après le dégagement de la tempête, mais il reste encore des arbres, mais que j'ai moi-même pas connu sur le site avant d'y travailler. Ça, c'était la phase archéologie. Et tout ce que vous voyez m'a permis de recaler le plan de Chauffourier, qui est le premier plan que vous avez vu, sur la réalité du terrain. C'est-à-dire que le plan, qui est un plan postérieur au bosquet fait par le nôtre, était parfaitement exact, à part que l'angulation des choses, comme on a retrouvé des fondations, on a retrouvé des fondations de quelques-unes de ces 18 fontaines. À droite, c'est la fondation de la marche de la séparation entre la salle et la scène, je dis bien, et où sur les gravures de Cotel et de tout le monde, Sylvestre en met 6, mais enfin la plupart des gens en mettent 9, mais c'est toujours des multiples de 3, en tout cas, quelle que soit l'iconographie. Et cette photo est très mauvaise, mais parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a à voir, qui sont des morceaux de verre bleu, dans les rocaillages, mais ça c'est quand même de la fondation. Mais on a retrouvé quelques morceaux de verre et bleu. Bon, je passe sur les plans parce que ça vous ennuie prodigieusement. Ça c'est des photos, voilà, c'était juste après le chantier, mais avec les perles bleues qui sont les endroits précis des fontaines. Ce que j'ai essayé de refaire, c'était de remettre, non pas d'une façon grossière, j'espère, des points de repère pour qu'un historien puisse réexpliquer le bosquet tel qu'il a été dans la situation actuelle.
Les Perles Bleues étaient l'endroit des fontaines historiques. Jean-Michel a eu la grâce de s'inventer une histoire qui m'allait tout à fait, en ayant retrouvé des graphiques d'un monsieur Raoul Auger Feuillet, qui a été le maître de danse de Louis XIV et qui avait fait donc des pas de danse sur papier et dont il s'est inspiré pour 4 fontaines, mais qui n'en sont que 3, une fois de plus. Et j'ai essayé moi-même de remettre ce chiffre 3 dans tous les sens. Voilà les graphismes du monsieur Feuillet. Et ça, c'est la fontaine double qu'il appelle l'entrée d'Apollon. Et où j'étais très content, parce que du coup, j'avais de nouveau un 3, visuellement. J'ai essayé de refaire des troubles optiques, parce que ça, c'est la pointe. Ça, c'était en tout début en toute fin de chantier, mais où rien n'avait poussé encore, où j'ai rajouté des arbres dans l'île. L'île est une invention qui est un pendant au bassin des enfants dorés, qui est un bassin existant fait par Mansart à la mort de Louis XIV, de Le Nôtre. 3 jours après qu'il soit mort, il a été ajouté un bassin là. Ils devaient s'aimer, ces deux-là. Des rapports entre paysagistes et architectes. L'histoire ne le dit pas, mais je pense que Le Nôtre, qui était un doux, trouvait que le Jules Ardouin était un peu pushy boy. Il lui a fait comme coup, entre autres, de faire la colonnade sur un bosquet qui a dû être sublime, qui était le bosquet des Sources. Et quand on voit les dessins du bosquet des Sources, on se dit que Le Nôtre, qui est le chantre de l'ordre et de la rectitude dans l'esprit de certains, avait aussi un goût pour les maladies de peau développé. Et puis après ça, c'était des photos. Et ces dernières photos, je vous ai pas mis les dernières photos du ciel, mais qui sont assez étonnantes à mes yeux. Ça, c'est le seul truc que j'ai gardé donc comme if existant sur la parcelle. Et sur cette photo, c'est devenu l'île. Et à droite, on voit l'amorce des charmes un peu dégingandés, mais qui abrite le bassin des enfants dorés. Puis ça, c'est des photos du chantier au cours du temps. Et donc, la forme à gauche, qui est à la fois laide, on m'a demandé si j'avais collé un outil avec un tournevis en bout et une clé anglaise à l'autre. Mais comme on est piéton, on ne voit pas ça. Et voilà des photos donc de Versailles. Ça, c'est des photos de synthèse qui ont été faites avant que le chantier avait dû commencer, mais qui sont, à mon sens, de très très bonne qualité. Alors que c'est très difficile de faire des images ou de synthèse ou pas de synthèse de jardin. Mais j'étais très content de ces images-là. Et ça avait été commandé par une télévision, je ne sais plus laquelle. Ça aussi, c'est des images de synthèse, c'est pas d'une réalité totale. Et ça, c'est le chantier. Bon, c'est la dernière image. Adieu, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai été trop long, j'étais trop court.